le professeur Couve est PUPH de neurochirurgie depuis 1995. Titulaire du diplôme national de neurologie, il est aussi titulaire d'un doctorat biologie santé, option neurosciences. Il a créé au CHU l'unité de neurochirurgie de l'épilepsie et celle de neurochirurgie pédiatrique. À l'Institut de génomique fonctionnelle, l'unité de recherche sur les mouvements et les comportements anormaux. J'insiste sur ce point qui montre que Philippe Couve a le souci très important, à mes yeux, de faire marcher de pair clinique et recherche fondamentale. Comme je viens de l'indiquer dans mon introduction générale, il a développé une technique originale de stimulation en continu des structures profondes en implantant les électrodes de stimulation en conditions stéréotaxiques sous anesthésie générale, au moyen de l'imagerie IRM, ce qui lui permet de traiter couramment des enfants. Son centre est devenu un centre de référence mondial. Philippe Couve porte le nom d'un lieu dit près de Villefranche d'Albigeois. C'est donc par son père un vrai Languedocien, très attaché à sa terre, au point qu'il se revendique comme paysan. Par sa mère, d'origine flamande, descendant d'un corsaire qui fut lieutenant de Jean Bart, il a hérité de cet esprit de recherche et d'aventure qui le caractérise. Ses mérites ont été reconnus en 2006 par l'attribution de la Légion d'honneur sur décision personnelle de Jacques Chirac, en reconnaissance de l'action menée par son équipe en faveur des enfants handicapés. Mais pour que mon portrait soit complet, j'ajouterai que le professeur Couve est aussi un baryton et un musicien plein de sensibilité qui a interprété, entre autres, le Voyage hiver de Franz Schubert avec le pianiste américain Dalton Baldini. C'est dire si Philippe Couve est capable de jouer sur plusieurs registres. La chirurgie des mouvements anormaux à Montpellier n'a pas commencé avec moi ni avec mon équipe. La trace la plus probante qu'on en ait dans la littérature est une publication dans une revue aujourd'hui disparue qui s'appelle Neurochirurgia de Claude Gros et Philippe Frerbeau, mon maître, qui avait en 1972 proposé d'essayer de contrôler des états dyskinétiques extrêmement graves chez certains enfants ayant souffert d'anoxie, avec le seul moyen qu'ils avaient à leur disposition à l'heure actuelle, c'est-à-dire la chirurgie de lésion. N'ayant pas accès à la modulation électrique, on crée encore dans de nombreux pays du monde, faute de moyens économiques, des lésions dans certains points des réseaux qui sont supposés supporter le désordre, afin d'en interrompre le dysfonctionnement. Ça s'appelait une palidotomie, ça s'appelait une thalamotomie, et ils avaient remarqué l'efficacité de ces traitements chez certains enfants, et Claude Gros, dans cette publication, signalait, ce qui a été établi après eux dans d'autres papiers, que ces effets n'étaient pas persistants dans le temps. On faisait cette opération, et on était en fait, quelques années après, rendu dans le meilleur des cas, à la situation initiale. Comment procédait-il? Le scanner X, c'est 1972, Hounsfield. L'IRM, c'est 2 ans après, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, avec un prix Nobel dont il m'en excusera, oublié le nom. L'imagerie donc digitale, au sens informatique, a apporté une capacité pour nous, pour ma génération, à voir la profondeur du cerveau de l'extérieur, en fait. Aujourd'hui, c'est banalisé, mais il faut mesurer. Et la diapositive de M. Bringer tout à l'heure sur cette craniotomie faite debout sur un sujet attaché avec un outil approximatif sans aucune précaution d'asepsie est en fait ancienne, mais je vous avais aussi montré qu'elle restait d'actualité jusqu'à la fin du XIXe siècle.
les patients étaient opérés dans des situations pouvant nécessiter une anesthésie générale avec un chiffon de chloroforme, ils étaient opérés de façon très brève et souvent mouraient d'hémorragie sur la table ou d'infection dans les suites. Claude Gros, qui était un marin, avait mis au point, puisque c'était l'époque après la Deuxième Guerre mondiale de la mise au point de la stéréotaxie, un cadre qui lui était très propre à partir d'un goniomètre de marine, où il lisait les inclinaisons avec un système de transfert sur les radiographies d'alors qui était tout à fait génial dans sa conception, parce que beaucoup plus facile à manipuler que d'autres cadres qui existent encore. Merci. Qui existent encore et qui maintenant sont devenus obsolètes par la lourdeur de leur méthodologie. On en est donc à ce point où il faut voir l'intérieur de la boîte crânienne sans avoir accès par l'imagerie contemporaine. On est dans les années 50. On fait pour cela des injections dans les artères qui montrent les artères du cerveau par la radiographie type Röntgen classique à l'époque, qui avait 50 ans d'âge. Ceci dit, c'est tout jeune. On injecte des substances dans les ventricules cérébraux, ce qui est très agressif. On obtient des images par le négatif du cerveau. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on imagine que ce cerveau indirect qu'on voit ressemble à celui d'un cadavre qu'on a disséqué, qu'on a coupé et dont on a fait des photographies pour en monter un atlas. On est maintenant dans cette possibilité technologique. Je vais reprendre le cours de mon topo. On est dans cette possibilité, dans les pays développés riches, parce que cette technologie n'est pas accessible à tout le monde sur la planète, d'envoyer des courants électriques calibrés et qu'on peut régler de l'extérieur dans le cerveau des patients d'une façon finalement assez rustique en y implantant une électrode. Comment ça marche? Pour ne parler de ça que très brièvement, vous avez ici un enregistrement neuronal. Vous avez les grands pics qui vous figurent la décharge électrique. Vous voyez que juste après les impulsions imposées, il y a une période de silence relatif. Elle est traduite ici, on a extrait cet interspike ici par ce silence, et puis la réémission spontanée par le neurone d'une activité qui ressemble de très près à son activité normale. Si on monte la fréquence du courant, on va donc arriver à obtenir un silence à peu près continu, et en fonction des paramètres qu'on va choisir, on va permettre à ce groupe de neurones de laisser partir un certain nombre d'informations. C'est une inhibition. Donc le terme de stimulation cérébrale est très très mal choisi, on n'y reviendra probablement pas parce que je n'aurai pas le temps. On délivre ce courant au moyen d'une électrode qui est parfaitement connue maintenant dans ses dimensions. Quand on les implante, on connaît l'anatomie de l'électrode, et vous allez voir qu'on peut implanter chacun de ces contacts en anticipant exactement à quel endroit il va être. Et vous avez ici le modèle qu'on a développé dans mon groupe, qui visualise en plus de cette électrode les paramètres de stimulation du malade et le champ électrique autour de l'électrode en connexion avec le cerveau. Pour faire cela, à crâne fermé, on est donc dans une situation où il faut d'abord empêcher la tête de bouger, surtout chez des enfants atteints de mouvements anormaux. Donc l'anesthésie générale est incontournable, mais aussi obtenir des images très précises des structures cérébrales, et c'est là que l'IRM va rentrer en jeu. Une fois qu'on a mis ces électrodes en place, on va utiliser les pacemakers issus de la technologie cardiologique, ce sont d'ailleurs les mêmes sociétés, et on va, dans une deuxième petite intervention au décours de la première, tout cela se faisant dans la même journée, aller implanter les stimulateurs sous la peau du ventre ou, dans certaines conditions, en topographie sous-mammaire, puisque le résultat esthétique dans cette condition-là est bien meilleur. Ensuite, le courant se répand autour de nos électrodes dans un liquide, et sa capacité à se propager va dépendre de la structure dans laquelle il est implanté. Elle est implantée. Pour mémoire, ce modèle 2D, qui est un travail déjà ancien qu'on avait fait
avant de passer à la troisième dimension, on sait qu'on a un effet maintenant qui correspond à la ligne de champ 0,2 volts par millimètre. Ça correspond à une aire d'action de notre électrode d'à peu près 1,5 mm à partir de sa surface. Donc n'allons pas penser qu'on va faire comme pour allumer la lumière, mettre un potentiomètre et augmenter la dose du médicament délivré pour obtenir un meilleur effet. Ça n'est pas le cas du tout. La corollaire immédiate qui nous est apparue évidente très vite, c'est que, étant donné cette condition, il fallait une énorme précision dans la structure visée qui généralement est de l'ordre du millimètre à 5 mm. Cette électrode fait 1,5 mm de diamètre et cette précision, elle est le fruit de la possibilité d'implantation stéréotaxique. Elle est validée à l'heure actuelle. La précision avec laquelle, dans cette école, nous implantons des électrodes est de 0,53 mm. D'où vient le mot stéréotaxie ? Le mot stéréotaxie est un espèce de néologisme grec qui est né à la fin du 19e, qui assimilait la notion de solide et d'espace à la notion de position. Les hellénistes apprécieront, je pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser un système de repérage qui va permettre d'approcher notre cible, comme le fait à l'heure actuelle le GPS, pour vous donner une image identifiable. À partir du moment où on est capable, par l'IRM et le scanner, de découper les images, de découper le cerveau en images, on n'a plus besoin d'avoir un contrôle visuel direct. Et on va donc avoir sur la même image les repères de visée et la structure visée. La cible n'est alors plus invisible, comme elle l'était pour Claude Gros, Philippe Frerbeau et d'autres en France à ce moment-là. Elle est devenue visible en 1972. De façon très simple, on vous donne une pomme pour imager ce que je viens de vous dire, et on vous demande d'atteindre le pépin avec l'aiguille, bien sûr sans la couper. Vous le faites, la probabilité que vous l'atteigniez, vous l'avouerez, est assez infime. En effet, dans la plupart des cas, vous n'y arriverez pas. Plus la tête est grosse, plus la cible est petite, plus vous avez besoin d'une grande précision. Alors ça, c'est d'une robustesse mathématique de niveau cours élémentaire. On prend une origine, on a une cible, on a deux coordonnées, la troisième c'est la profondeur, et si on est un peu plus évolué l'année suivante, on gère les trajectoires avec les angles de Euler et dans l'espace vectoriel avec un sens sur le vecteur. C'est exactement ça la stéréotaxie, mais avec beaucoup de paramètres. Le premier étant la nécessité de contrôler les mouvements de notre cible et, ce qui est beaucoup plus subtil, les mouvements du cerveau, qui varient avec beaucoup de facteurs, le principal étant la pression artérielle et le volume sanguin cérébral. Un des grands atouts, à mon avis, l'anesthésie générale introduite et maintenue en stéréotaxie dans ces conditions chirurgicales est le contrôle qu'on peut avoir de l'homéostasie cérébrale. Et quand on affiche une précision sur fantôme à 0,6 mm, si on veut la reproduire en conditions cliniques, c'est la moindre des choses que l'enfant, l'adulte, le crâne et le cerveau ne bougent pas. Je vous dis ça avec insistance parce qu'à l'heure actuelle, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui implantent ce type de matériel qui coûte des milliers d'euros dans des situations techniques qui ne respectent pas ces prérequis. Un certain nombre nous sont adressés pour repositionnement d'électrodes. C'est une philosophie, la stéréotaxie, qui était très chère à l'école montpelliéraine, que nous espérons avoir relayée, et je suis heureux de pouvoir vous l'expliquer un peu plus avant. Donc on est en fait dans une situation de détermination balistique, comme certains pilotes d'avion et comme votre GPS. Alors voilà le premier appareil connu de stéréotaxie qui avait de quoi effrayer. Il était mis en place à Londres par Clark et Horsley. Il y a eu quelques opérations sous anesthésie locale. On avait besoin de fixer la tête, c'était évident, d'autant plus que quand le malade ne dort pas, il a le droit de bouger. Et le repérage était fait par des systèmes très indirects à partir des radiographies standards. Là où le bas blesse en termes presque d'histoire de la médecine, parce que c'est encore un concept qui n'est pas établi,
c'est que 80% des équipes mondiales font encore de la stéréotaxie sur l'atlas de Châtelbrandt. L'atlas de Châtelbrandt a été écrit dans les années 1920 par une équipe allemande, et ce sont les photographies du cerveau d'une vieille dame de 75 ans. Et la plupart des équipes font encore l'hypothèse que le cerveau de tout un chacun est assimilable au cerveau de cette vieille dame. C'est très clairement cette hypothèse qui m'a choqué quand je suis arrivé. C'était Philippe Castan, notre neuroradiologue à l'époque, qui a très très vite compris l'intérêt de l'imagerie digitale pour la stéréotaxie, à se rappeler quand même que quand nous sommes arrivés internes, on prenait encore des gardes en traumatologie en ayant l'obligation de faire le diagnostic sur des ponctions carotidiennes en urgence, parce que le scanner venait tout juste d'émerger et qu'il n'était pas disponible la nuit. Donc si vous voulez, la génération que je représente a connu ce basculement vers l'imagerie digitale qui maintenant est devenue une évidence pour tout le monde et un progrès immense. À chaque fois qu'on se lamente sur notre mondialisation défaitiste, pensons aux progrès que nous avons faits au plan technique qui ont aussi apporté beaucoup de bien, et l'IRM est vraiment une avancée pour l'humanité. Voilà ce dont je vous parlais. Jeune homme qui est traité pour une ostéomyélite, les conditions chirurgicales, les mains nues, la tenue de ville, les centaines d'étudiants qui assistent, comme si on faisait une craniotomie sur cette table. C'était il y a 100 ans. Donc les progrès ont été réels. On ne meurt pratiquement plus d'hémorragie. En neurochirurgie, en tout cas, il y a d'autres disciplines où le risque est incontournable. En salle opératoire, c'est devenu plus que rarissime. Je n'ai pas connu ça. D'infection, on a contrôlé les risques, c'est encore un enjeu. Mais on a énormément progressé en termes d'entourage du geste chirurgical. Donc voilà, Lauterbur et Mansfield, 1963, IRM. On abandonne la ventriculo- et l'artériographie, mais on garde pendant très longtemps la notion de normalisation, c'est-à-dire qu'on va penser que le cerveau de la vieille dame, en faisant une transformée homothétique de la cible, on va finir par avoir des coordonnées à peu près possibles. On sait que c'est totalement impossible maintenant. Nous ne sommes heureusement pas semblables, et nous ne sommes même pas semblables, et Hugues Dufaux le disait aussi, d'un hémisphère dans l'autre, et en fonction du temps et du moment de la vie où on considère les enjeux de la plasticité. Donc cette notion, si vous voulez, de chirurgie dirigée par l'Atlas, si elle a un rôle dans l'apprentissage, doit être totalement abandonnée au moment d'agir sur la fonction cérébrale avec une précision inframillimétrique. Donc ça, c'est une contribution de cette école qui est absolument pas toujours acceptée dans le monde, mais c'est de dire, OK, on se sert de l'IRM seul, on endort le malade, on ne multiplie pas les évaluations dans le cerveau, parce que l'autre corollaire, quand on n'utilise pas l'IRM comme base de la visée, c'est que pour aller vérifier la position de l'électrode sur laquelle on a un énorme doute, on doit descendre des microélectrodes pour enregistrer des signaux électrophysiologiques improbables. Et dans la moyenne de ces gestes, initialement, c'est en train de diminuer, on descendait 9 microélectrodes. La corollaire, c'est quoi? J'ai implanté à l'heure actuelle à peu près 1300 électrodes. Nous n'avons eu qu'un seul petit incident hémorragique en bout d'électrode. La plupart des séries rapportent entre 1,5 et il y a même 15% dans une série chinoise. Donc on a à Montpellier, sur cette base en fait, de raisonnement assez rustique, mon cerveau n'est pas celui de cette vieille dame, on endort le malade et on fait une IRM, éliminer le risque hémorragique. Ce qui fait que l'intervention d'implantation dans le protocole que nous avons développé dans cette école peut pratiquement être oubliée. On va se concentrer sur la sélection du malade, sur sa capacité à supporter ce type de chirurgie, mais l'intervention en elle-même, dans la plupart des cas, est devenue, pas un détail bien sûr, mais un épisode beaucoup moins agressif que ne le gardait le public dans sa mémoire collective, cette image agressive de la chirurgie neurologique. Voilà le papier pour évoquer Claude Gros et Philippe Frerbeau, les fondateurs du département dans lequel je travaille maintenant. Et ce papier a été très important en 1996, quand nous avons eu à prendre en charge avec Gilles Camboni, qui était en réanimation pédiatrique, et l'équipe de M. Echen à l'époque, une enfant qui avait une dystonie généralisée très très grave. Et en fait, la mise au point qui avait été faite de tout ce plateau technique et de cette capacité à implanter des électrodes sous anesthésie générale à ce moment-là, puisqu'on le faisait déjà en chirurgie de l'épilepsie,
a conduit à proposer ce traitement. Je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, avec un succès qui n'a jamais été démenti dans cette catégorie de mouvements anormaux depuis. Et on a, sur cette base, donc, pu développer ce que je vais continuer à vous montrer. Insister sur le fait que la similarité, je pense que Hugues Dufaux est dans le même état d'esprit, c'est très dépendant de la distance que vous avez à l'objet que vous observez. Dans ce tableau, on a l'impression que ce sont des jumelles, on en doute un peu, et si on s'approche, en effet, ce ne sont pas des jumelles, au sens où la nature ne jumelle jamais parfaitement deux structures. On n'a pas la possibilité d'extrapoler les données d'un cerveau de façon rigoureuse quand on est à l'échelon micronique dans l'autre cerveau. Il faut garder ça comme principe. On va donc visualiser directement la cible sur l'IRM. On va utiliser l'anatomie du patient et ça vous paraît d'une rusticité toute évidente. J'ai la tête du malade à ma disposition dans son anatomie sur l'IRM. Pourquoi aller chercher celle de l'Atlas? Ça, c'était la contribution fondamentale de notre école. On n'a plus besoin de faire ces enregistrements. On n'a plus besoin de réveiller le malade pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Je parle de visée sous-corticale dans des cibles millimétriques. C'est une stratégie tout à fait différente de la chirurgie corticale dont on vous a parlé précédemment. Alors, le cadre de l'Excel. L'Excel, chirurgien suédois génial, a mis au point ce cadre qui est très léger et qui est compatible avec l'IRM. Il est arrivé dans le service en 87 et très vite, avec l'équipe de Philippe Castan, on a développé la stéréotaxie sous scanner, puis la stéréotaxie sous IRM. L'accès que Philippe Castan a donné à la neurochirurgie en stéréotaxie, qui a été ensuite relayée par Alain Bonafé, a été un facteur prépondérant du développement de ce travail. Dans beaucoup de centres, les neurochirurgiens ont un accès extrêmement limité, les malades donc de même, à l'IRM qui est envahi, bien sûr, par les demandes diagnostiques. Il faut des radiologues qui est une option interventionnelle pour savoir ce qu'on peut faire quand on s'appuie sur l'imagerie, que ce soit eux ou leurs collègues. Et là, bien évidemment, on a bénéficié d'un creuset de développement à Montpellier qui était tout à fait exceptionnel. On a utilisé ce cadre qui nous donne, vous le voyez en haut à gauche, des repères dans les images, apportés par la boîte de localisation en haut à droite. On a très vite pu endormir les enfants à l'IRM, ce qui, il y a 25 ans, n'était pas tout à fait évident en termes d'adaptation matérielle et de tolérance et de formation des équipes. Et ensuite, quand on revient au bloc, eh ben, on a un porte-outil qui nous permet d'afficher nos angles et de localiser notre cible en contrôlant la descente. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette stéréotaxie? Ben, je vous l'ai dit. On a donc en haut à droite une vision très précise de la cartographie des structures en profondeur qui s'améliore jour après jour avec la technologie IRM. On a, nous, dans l'unité, la capacité d'extraire, pas en routine parce que ça demande beaucoup de temps, mais les cibles en 3 dimensions. Le pallidum interne que vous voyez par en dessous extrait sur l'image de droite, il faut savoir qu'il fait en moyenne 7 mm sur 3 mm. Donc là, vous avez une vision très agrandie et que l'électrode qu'on va y descendre fait 1,5 mm. On retourne au bloc. Et là, toujours avec la même rusticité, on fait un trou dans la tête, on ouvre la méninge, il y a un risque d'écoulement de liquide et il y a un risque de déplacement cérébral qui va gêner la précision. Donc on va essayer de raccourcir tout ça. On va faire une seule trajectoire et on va, dans cette canule que vous voyez en haut à gauche et qui est un instrument d'une simplicité biblique, descendre une électrode. La seule chose, c'est comme pour toute tricoteuse, vérifier que l'aiguille est droite. L'aiguille sort, la canule sort de l'usine de fabrication avec une précision moyenne qu'on a vérifiée à 0,4 mm. C'est-à-dire qu'on est très très proche de notre précision. Donc on élimine les canules qui ne sont pas droites. On le voit tout de suite, on le teste avant, on a une possibilité de le faire. Et en cours d'intervention, on va vérifier en effet que la précision qu'on attend sur ces photos extrêmement agrandies est au niveau requis. Vous voyez ici, pour mémoire, l'anatomie de l'électrode en bas à gauche et le contrôle de position. Je n'ai pas le temps de vous le détailler, mais il est d'une grande précision. On positionne la cible sur le centre de l'électrode pour minimiser l'impact des oscillations angulaires. Autre spécificité de mon équipe,
Il y a très peu d'équipes qui ont les moyens de le faire. Sous anesthésie générale, merci à nos anesthésistes d'avoir accompagné cette démarche. Ce n'est pas tout à fait simple. Les effectifs sont ce que vous savez. En France, on considère que dès qu'on est plus de 2, on a une grosse équipe. Donc ça, c'est un peu les conditions de tous ces développements. Effectifs tendus, à flux tendus, ça ne s'arrange pas, je vous rassure. Et on a donc la possibilité de retourner tout de suite à l'IRM avec le cadre de stéréotaxie pendant la même anesthésie générale et, si possible, dans les mêmes paramètres hémodynamiques. Et on va donc comparer tout de suite ce qu'on a fait à la visée. Le point noir, c'est l'artefact de l'électrode. Le point rouge, c'est l'artefact de visée. On a, par la suite, je vais vous montrer que des bons résultats. On en a forcément eu de mauvais qui nous ont permis d'avancer. Mais ici, dans cette technique, on a une précision et une fiabilité qui n'est pas très loin de 100% en termes de déplacement en dessous de la taille du pixel. Donc on a quand même mis en place quelque chose de très robuste qui permet maintenant d'implanter quelquefois plusieurs électrodes chez le même patient. À droite, vous avez la modélisation. On a recueilli les paramètres de stimulation sur le malade. On a extrait en conditions stéréotaxiques la surface du globus pallidus interne et on modélise le champ électrique dans la structure. Ce travail a pu se faire grâce à la collaboration avec le professeur Ménessier de l'Université Montpellier 2, physicien. Le contrôle de position intraopératoire sous IRM stéréotaxique est fondamental. Il ne viendrait quasiment plus à l'idée, quand on manipule certains médicaments, de ne pas vérifier les concentrations circulantes. Il en va de même quand on fait un geste de ce niveau de précision. On ne peut pas commencer à délivrer le courant électrique si on n'a pas l'absolue certitude qu'on est là où on doit être. Et pourtant, c'est encore ce qui se fait souvent. Voilà, seule déception récente, l'avènement des IRM 3 Tesla. Bon, on savait tous déjà que plus on monte un champ magnétique et plus on va générer des distorsions dans les images. Et bien là, on a à l'heure actuelle un physicien qui travaille sur une thèse dans ce sujet, la précision en stéréotaxie, qui a fait une cartographie très précise sur un fantôme et qui a démontré en haut et en rouge la densité de l'erreur quand elle est supérieure à 0,98 mm, ce qui est impossible à manipuler en stéréotaxie dans mes mains. En dessous, les séquences qu'on utilise sur l'IRM actuel, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir, en l'état actuel des techniques, utiliser la 3T pour espérer augmenter notre définition spatiale, parce que l'erreur induite par les distorsions n'est pas tolérable. Vous avez notre erreur moyenne à droite qui est de 0,57. Quand le cerveau est noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur détectable. Alors, quelques cibles pour le concret et quelques vidéos. Vous voyez la qualité de certaines séquences IRM et en bas à droite, l'atlas. On a, dans certaines situations, dans la meilleure condition possible, rien à envier à l'atlas à l'heure actuelle avec les techniques morphologiques. Ça, c'est notre routine. Vous voyez la qualité des IRM anatomiques en haut à gauche. Le petit point rouge que je vais essayer de vous montrer ici, c'est la cible. On sait qu'un millimètre plus loin, on est sur le milieu d'une électrode qui va nous servir à traiter le malade. L'électrode fait 1,5 mm, la largeur de la cible, la plupart du temps, 3 à 4 mm. On sait que si on est précisément dans cet endroit, on peut avoir une réponse chez certains malades qui est extraordinaire. Et ça nous sert de population de référence. Et ces populations de référence sont très importantes quand on est devant des désordres beaucoup plus difficiles à appréhender. On attend toujours ce résultat qui sert de modèle. On a tout un tas de gadgets induits par le traitement informatique des images dont on peut clairement se passer, mais qui facilitent la vie. Un résultat important de notre équipe a été de confirmer qu'au sein de cette toute petite structure, on n'avait pas tout à fait la même réponse en fonction de l'endroit où on positionnait l'électrode, et on était beaucoup plus enclin à influencer la partie supérieure du corps lorsqu'on est en arrière que lorsqu'on est en avant. Ça nous a permis, je pense pouvoir vous dire qu'on est les seuls à faire ça en routine, et dans ce que je dis, vous n'y voyez qu'un chauvinisme montpelliérain et rien de plus, puisque je suis devant cette académie pour défendre mon école, s'il en est besoin. On a pu implanter 2 électrodes dans certaines situations très particulières qui ont contribué à améliorer encore le résultat chez certains enfants. Vous avez le contrôle de l'IRM à droite et les points noirs sont nos électrodes. Ça a été bien sûr tout ça publié. Alors la vidéo ne va probablement pas marcher.
Non. Ça va abréger vos souffrances. Mais c'est dommage. J'ai pas de retour vidéo là. Non, écoutez, je pense je vais passer. Je voulais vous montrer ces vidéos sur une maladie génétique rare, pas pour l'équipe qui les concentre, qui est la maladie DYT1, qui induit des mouvements anormaux, des troubles du tonus musculaire, et qui a été pour nous un modèle depuis la première patiente opérée en 96 et DYT1 en 98. Pourquoi ? Parce qu'on a une réponse fantastique dans une maladie grave où les enfants sont en souffrance du fait de spasmes permanents qui se généralisent et qui les conduisent, dans un certain nombre de cas, au décès. On a eu un contrôle de cette maladie par 1 ou 2 électrodes dans les GPI qui était extraordinaire et qui est en fait une population modèle. Parce qu'on a la mutation, un désordre dont on connaît bien l'évolution. On a maintenant calibré le traitement par stimulation pallidale et on a donc pu avancer, notamment chez ce jeune homme qui est le seul patient chez lequel nous avons été poussés à implanter 6 électrodes. Sur là, on a 500 malades implantés maintenant, c'est très très rare, mais j'aurais pu vous démontrer que les corrélations entre l'anatomie sous-corticale, les réseaux et l'organisation du mouvement tel qu'on l'analyse à Montpellier permet d'obtenir ce type de résultat. Vous êtes obligé de me croire, je peux éventuellement vous le montrer sur mon ordinateur à la fin de la session. Autre maladie, ça a été publié dans une revue de neurologie américaine importante, nous avons implanté par extrapolation de ce qu'on avait acquis comme connaissance chez ces enfants DYT1, une autre condition qui s'appelait avant la maladie d'Haller-Wardenspatz. Les termes, c'est des médecins qui ont été accusés, je ne connais pas l'histoire, donc je ne porte pas de jugement, d'avoir collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moins l'un d'entre eux. Et les Américains, quand ils ont redécouvert cette maladie, du jour au lendemain, ont supprimé ce vocable. Ce qui n'avait pas été fait avant, voilà, je vous le signale, mais c'est plus connu de la communauté neurologique française sous le nom d'Haller-Wardenspatz. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette maladie s'associe à une thésaurisation au fer, à une accumulation de fer dans les noyaux gris. On connaît le mécanisme, hein, ça concerne une enzyme qui s'appelle la pentoténate kinase. En fait, il n'utilise pas la vitamine B5 et ça conduit par contre à des conditions neurologiques dramatiques. On a été les premiers à faire ça. Ça a été publié. On a transformé 3 malades sur 4 de façon définitive. On ne va pas réduire le handicap cortical parce que là, on ne parle que de mouvement, mais toutes ces encéphalopathies sont associées à des maladies du cortex, donc à un handicap intellectuel et d'autres types d'anomalies cognitives. Mais en ce qui concerne les douleurs et la gestion motrice, on a contribué très nettement à améliorer leur sort. C'est une des contributions locales. Ça, c'était aussi très spectaculaire et je voulais vous montrer, il y avait hier avec le professeur Boulanger à la faculté une thèse qui a été faite par un interne de Montpellier sur les résultats qu'on a obtenus dans le syndrome de Gilles de la Tourette, après d'autres équipes. Par contre, chez les adolescents et chez les enfants, cette série est originale. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que hier, j'ai siégé dans un jury de thèse à côté de 3 psychiatres. L'anathème qui a été porté sur ce qu'on appelait la psychochirurgie à la fin, autour des années 60, à cause des abus par Friedman aux États-Unis, par la Russie en matière d'intervention psychologique sur les individus, avait interdit toute manipulation des malades psychiatriques, manipulation étant un terme choisi, et fait que c'était au début des années 2000, je ne sais plus exactement la date, on n'a pas eu le droit en France de revisiter ce champ. Le Comité national d'éthique a réautorisé ce type d'approche dans un contexte très surveillé, par stimulation cérébrale, parce que là, nous ne sommes pas en train de créer une lésion dommageable potentiellement chez ces malades, mais on est en train d'implanter des électrodes qui peuvent être explantées en cas d'échec. Donc on a revisité ce champ de la neuromodulation électrique dans certains désordres du comportement pour les troubles obsessionnels compulsifs. La dépression sévère, c'est des protocoles qui démarrent.
et la maladie de Gilles de la Tourette. Le noyau sous-thalamique est la cible la plus souvent utilisée dans la maladie de Parkinson. Nous faisons ça couramment sous anesthésie générale, sans microélectrode, avec une précision confirmée et une efficacité confirmée. Il n'est pas nécessaire de prendre un risque d'hémorragie cérébrale avec ces malades. On me demande d'abréger ce que je fais. Le nucleus accumbens est une des cibles qui est très étudiée par nos collègues fondamentalistes et qui est utilisée maintenant dans le traitement de certains états, je vais dire psychopathologiques, parce que le noyau accumbens est impliqué dans de nombreuses fonctions. Là, vous aviez l'interview, c'est bien finalement comme ça va beaucoup plus vite, d'un patient porteur d'un trouble obsessionnel compulsif. Et alors tout récemment, et ça c'est une contribution en cours, la proposition d'implanter un autre noyau du thalamus dans certaines formes d'épilepsie pharmacorésistante a été bien sûr relayée ici par une adaptation technique spectaculaire que vous ne verrez pas. On a fait développer un micro-endoscope de la taille de l'électrode qui fait 1,4 mm et qui, descendant dans la canule, permet de visualiser avec la précision que vous savez le site de pénétration de l'électrode dans le thalamus. Pourquoi? Parce que pour atteindre cette cible, il faut traverser ce qu'on appelle la cavité ventriculaire, et dans un endroit juste derrière le foramen de Monro qui est extrêmement riche en structure vasculaire et à risque potentiel d'hémorragie. Et c'est une avancée montpelliéraine, efficace et très élégante, qui est en cours de publication et qui, je pense, va sauver des vies, parce que je faisais partie du protocole de mise au point de cette technique aux États-Unis avec deux autres collègues français, et le taux d'hémorragie dans cette technique qui est apporté par eux, mais ça ne les gêne pas beaucoup. Les complications hémorragiques aux États-Unis étaient pour moi inacceptables, parce que quand on n'a pas l'habitude dans une technique de voir les patients gravement handicapés à la suite d'une implantation, on ne supporte pas l'idée que ça puisse arriver par défaut d'observation d'une technique qui existe. Alors après, tout ce qui concerne le lobbying industriel derrière ces techniques d'implantation qui sont très coûteuses et qui brident un petit peu les développements en recherche à partir du moment où on a mis la main sur une pathologie, le Parkinson, une cible qui est validée et qu'on a pu tout codifier, on a donné l'autorisation, indépendamment d'ailleurs de l'expérience des équipes. Et c'est ce qui est très vivant en France en stéréotaxie, c'est qu'on n'a pas disséminé à outrance cette technologie, ce savoir-faire qui reste concentré dans des écoles qui ont à cœur de poursuivre le développement de la stéréotaxie dans le sens d'une meilleure sécurité des malades et d'une plus grande précision. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé pour ce dysfonctionnement technique et je vous répète à ma charge, j'ai donné ma présentation trop tard, désolé. À ma décharge, cet ordinateur a donné des centaines de conférences dans le monde entier sans jamais défaillir. C'est la première fois. Et c'est à Montpellier, c'est aussi une innovation. Merci. Merci de cette magnifique communication.